Ce soir, on verra que vos obsessions peuvent vous ruiner la vie autant que la sauver, même s'il s'agit de dessiner des chats sur tous les supports que vous pouvez trouver. Mais aussi qu'une vie passée à chasser un papillon est une vie bien vécue. Vous écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Pour ce 15e épisode, Hanté, on retourne au Japon car le pays n'a certainement pas achevé en un seul épisode de livrer toutes ces belles histoires. Les 3 contes de ce soir remontent au temps où les créatures d'encre et les insectes avaient autant d'âme que n'importe qui. Un temps pas si lointain au Japon. Il n'y avait plus un grain de riz dans les bols, mais aucun membre de la famille n'était vraiment rassasié. Autour de l'irori, le foyer central qu'on trouvait dans toutes les maisons japonaises, il n'y avait que le strict nécessaire. 6 futons, un pour chaque membre de la famille, juste assez d'espace pour tous les étaler, et une petite armoire qui renfermait tous leurs biens. Le couple de paysans était honnête et travailleur, mais pauvre néanmoins. Ils trouvaient cependant un certain soulagement dans leurs enfants. L'aîné était un garçon robuste qui aidait son père au champ depuis ses jeunes années. Et les 2 filles avaient commencé à soutenir leur mère dans ses tâches presque aussitôt qu'elles avaient su marcher. Seul le jeune frère n'était d'aucune aide. Il ne manquait pas de bonne volonté et cherchait sans cesse à assister sa famille. Mais les besoins de la maison étaient remplis par ses sœurs et il n'avait pas la carrure pour aider au champ. Petit, maigre, tout le monde s'accordait à dire qu'il ne grandirait jamais beaucoup plus. Il compensait sa piètre condition physique par un esprit particulièrement vif et aiguisé. Mais ce n'était malheureusement pas l'esprit qui faisait vivre un paysan. Un jour, alors, ses parents décidèrent que cette vie n'était pas pour lui, et allèrent voir le moine du petit sanctuaire du village. Ce dernier s'entretint chaleureusement avec le garçon, et ses réponses étaient si perspicaces que le vieil homme accepta de le prendre comme acolyte. Enfin, le jeune garçon trouvait sa place dans ce monde. Par-dessus tout, il était heureux de ne plus être un poids pour sa famille. Mais il appréciait aussi d'être entouré de tous ses savoirs. Il apprenait les textes sacrés à une vitesse incroyable, et démontrait constamment la clairvoyance de son esprit. Mais pour tous ces dons, il faisait un piètre acolyte, car il avait un défaut. Constamment, il ne pouvait s'empêcher de dessiner des chats. Il en peignait partout, et surtout où il ne fallait pas. Sur les murs, dans les marges des textes, sur les panneaux et même sur les piliers du sanctuaire. Plusieurs fois, le moine avait réprimandé le jeune garçon, et ce dernier tentait sincèrement de garder sa pulsion sous contrôle. Mais il le faisait presque mécaniquement, sans y penser. Après une remontrance plus sévère que les précédentes, pourtant, les chats cessèrent d'apparaître dans le sanctuaire. Le moine était content des efforts de son jeune apprenti, et après quelques jours, il vint le voir un soir dans sa chambre pour le féliciter. Mais l'enfant avait l'air embarrassé. En s'habituant à la faible luminosité de la pièce, le moine commença à remarquer d'étranges taches noires sur le mur, derrière le bureau. En fait, les petites taches semblaient couvrir tous les murs de la pièce. En s'approchant, il vit que ce n'était pas du tout des taches. Son acolyte avait couvert toute sa chambre de chats minuscules. Le moine contempla longuement la chambre et son acolyte, puis finalement, il soupira. Il dit à l'enfant qu'il ne pouvait pas rester au sanctuaire. Il ne ferait jamais un bon moine, mais il pourrait être un grand artiste. Puis elle ajouta « Souviens-toi de ce conseil, mon petit. La nuit, méfie-toi des grands espaces. Fais-toi petit. » L'enfant ne comprit pas ce conseil, mais il avait peur de demander une explication au moine. Il rassembla tristement ses affaires et quitta le sanctuaire. Il ne voulait pas rentrer chez lui et redevenir un poids pour sa famille,
mais il n'avait pas la moindre idée de comment devenir un grand artiste. Alors, il se souvint que dans le village voisin se trouvait un grand temple. Il pourrait peut-être devenir acolyte là-bas. Entraîné par cette perspective, il partit d'un bon pas. Ce que l'enfant ne savait pas, c'est que les moines avaient déserté ce temple. Un yokai particulièrement dangereux y avait élu domicile, et les en avait chassés. De nombreux guerriers étaient allés défier le monstre, mais pas un seul n'était revenu. S'il était voisin, le village n'était pas proche pour autant, et la nuit était noire quand le garçon y parvint. Tout le monde dormait, mais haut sur la colline, une lumière brillait encore par les fenêtres du temple. Le garçon s'y précipita et trouva la porte ouverte, mais pas un moine en vue. Il appela, mais aucune réponse ne se fit entendre. Pénétrant dans la cour, il se dirigea vers le temple intérieur, d'où provenait la lumière. Il remarqua alors que tout était couvert d'une épaisse couche de poussière. Il était curieux que les moines laissent le temple dans un tel état, mais cela rassura le garçon. Ils auraient sûrement l'usage d'un acolyte pour nettoyer tout cela. En attendant, l'endroit restait désert et l'enfant s'ennuyait. Mais dans un coin, se trouvait un pot d'encre et des pinceaux, et il ne fallut pas longtemps pour que de grands chats ornent tous les panneaux de la salle. Alors seulement, il sentit la fatigue le gagner. Il allait s'endormir au milieu de la pièce quand lui revinrent les mots du moine. La nuit, méfie-toi des grands espaces. Il ne les comprenait toujours pas, mais tout à coup, la salle lui paraissait très grande et vide. La peur commença à le gagner, mais il aperçut un petit réduit sur le côté, fermé par un panneau coulissant. Il alla s'y enfermer et s'endormit enfin, roulé en boule. Mais au milieu de la nuit, un vacarme terrible le réveilla. Des cris effroyables se faisaient entendre, et des bruits de lutte les accompagnaient. Terrifié, l'enfant se fit le plus silencieux possible, et n'osa plus bouger. Bientôt, les cris se turent, et tout redevint calme. Mais l'enfant n'osa pas sortir avant que le soleil ne soit levé depuis une bonne heure. La première chose qui le frappa en ouvrant la porte fut le sang qui couvrait le sol. Il y en avait partout. Et au milieu de la pièce se trouvait un gigantesque rat, plus gros qu'une vache. Il gisait mort, mais il n'y avait aucune trace de ce qu'il avait tué. Puis l'enfant remarqua que sur les panneaux, les chats qu'il avait dessinés avaient tous la bouche et les pattes maculées de sang. On raconte que bien des années plus tard, cet enfant devint le plus célèbre artiste du Japon, et que des voyageurs venaient du monde entier pour admirer ses œuvres. Dans la province d'Echigo, vivait il y a longtemps un marchand de riz qui avait accumulé une confortable fortune. Il vivait avec sa femme, Hideno, et leur jeune fille, Kimiko. La mère était d'une beauté surprenante, et la fille la partageait en tout point. Les mêmes yeux pétillants, la même taille élancée et la même peau nacrée. Les gens disaient qu'elles se ressemblaient comme des sœurs, mais quand on les voyait marcher dans la rue, se tendant par la main, on aurait plutôt cru voir la même personne à deux âges différents. Comme si la Hideno de 25 ans donnait la main à la Hideno de 10. Cet accord dans leur allure se poursuivait dans leur goût, et rien ne faisait plus plaisir à l'enfant que de choyer sa mère autant qu'elle choyait elle-même sa fille. Elle ne laissait jamais entrer les servantes dans la chambre maternelle le matin, savourant le plaisir de la coiffer elle-même. À tout moment de la journée, on la voyait courir tantôt avec un verre d'eau fraîche, tantôt avec une ombrelle pour l'abriter du soleil. Et partout elle l'accompagnait, buvant chacune de ses paroles. Si elle parlait, il était rare qu'elle ne commence pas sa phrase par « Maman dit que »,« Maman pense que », si bien qu'on n'imaginait pas l'une sans l'autre. C'est pour ça que fut si cruel le jour où Hideno tomba malade. La petite Kimiko faisait peine à voir. Toutes ses journées, elle les passait au chevet de sa mère, ne le quittant que pour aller prier au temple ou chercher ses remèdes chez l'apothicaire. Le père épuisa sa fortune pour tenter de la soigner,
et chaque jour défilaient des médecins venus des 4 coins du pays. Mais rien n'y fit. Un jour, Hideno se redressa péniblement et attira sa fille à elle. « Mon enfant, rien n'est éternel en ce monde. J'aurais un plaisir infini à rester ici avec toi, mais je dois partir. Cependant, tu ne dois pas pleurer. Je te le promets, rien ne nous séparera. Dans mon coffre à vêtements, tu trouveras une petite boîte ornée d'éventails. Ton père me l'a ramenée de loin autrefois. Je veux que tu l'aies. Quand je serai partie, puis à chaque moment important de ta vie, que tu sois triste ou heureuse, je veux que tu l'ouvres. Je serai là, près de toi. Je te le promets. N'oublie pas. » Kimiko avait collé son oreille aux lèvres de sa mère pour ne laisser échapper aucun mot. Sanglotant, elle jura de ne jamais oublier, et elle serra sa mère pour la retenir. Un vague sourire flotta une dernière fois sur le visage de Hideno, alors que ses yeux s'enfonçaient dans la nuit. Elle s'éteignit. Quand on installa la jeune femme dans le petit cercueil bouddhiste, puis durant toute la cérémonie, Kimiko avait un air absent. Puis, en rentrant, elle se mit à parcourir toute la maison, demandant à chaque servante « Avez-vous vu ma maman ? Je ne la trouve pas. » Son père, la voyant, éclata en sanglots et demanda qu'on l'emmène. Seule dans sa chambre, la réalité la transperça comme une lame froide. Sa mère était partie à jamais. Pendant des jours, elle ne sortit pas de son lit. Quel intérêt pouvait avoir un monde où sa chère mère ne pouvait être à ses côtés ? Puis un matin, alors qu'elle se remémorait les instants passés ensemble, une pensée lui vint qui la terrifia. Elle commençait à oublier l'odeur de sa mère. Horrifiée, elle se précipita vers sa chambre et plongea dans le coffre qui renfermait ses vêtements. Le doux parfum l'enivra, et pendant un instant, elle oublia que sa mère l'avait quittée. Mais le souvenir revint, et avec lui, la dernière promesse qu'elle lui avait faite. Les yeux encore humides, elle fouilla parmi les étoffes et finit par trouver le petit coffret décoré d'éventails. Elle l'ouvrit et faillit le lâcher en poussant un cri. Au fond du coffret, le visage de sa mère l'observait. Comme ceux de sa fille, ses yeux étaient mouillés de larmes. Mais elle commençait à se transformer en larmes de joie à mesure qu'un sourire apparaissait sur son visage. « À demain. » lui dit Kimiko, en refermant le coffret. Et sa mère répéta les mêmes mots, même si l'enfant lut sur ses lèvres plus qu'elle ne les entendit. De ce jour, le coffret devint le trésor et le secret de Kimiko. Elle lui fit un petit hôtel dans sa chambre, et chaque matin et chaque soir, venait voir sa mère pour lui raconter 1001 choses, comme autrefois. Les visites devinrent un vrai rituel, où rien ne manquait. L'encens favori d'Hideno, ses fleurs préférées en fonction des saisons, que Kimiko changeait chaque jour pour qu'elles soient toujours fraîches, et ses poèmes de prédilection qu'elle récitait en s'accompagnant au koto. La maisonnée fut rassurée de voir l'enfant reprendre doucement goût à la vie, et ainsi, 3 années passèrent. Kimiko avait atteint l'âge de jeune fille, et le droit de porter ses cheveux en chignon momoware, symbole du bourgeon sur le point d'éclore. Ces derniers temps, pour respecter sa promesse de n'ouvrir le coffret qu'aux grandes occasions, elle limitait ses visites. Mais aujourd'hui était une cérémonie importante, et elle était folle de joie à l'idée de montrer son chignon de grande à sa mère. Quand elle fut habillée et coiffée, elle s'excusa et alla à sa chambre. Là, délicatement, elle sortit le coffret du brocart qu'elle avait confectionné et l'ouvrit doucement. Mais quelque chose n'allait pas. Cette jeune fille au fond du coffret, qui regardait Kimiko sous un chignon bien rond du style momoware, n'était pas sa mère. Le choc passé, la lumière se fit enfin en elle, et à cet instant, Kimiko ne fut plus que tendresse et admiration pour sa mère. Comme autrefois, elle aurait voulu la serrer dans ses bras, lui dire les mots les plus doux. Mais ses bras ne se refermaient que sur du vide. Ses paroles non dites n'étaient que les fleurs du silence. Elle avait grandi, son amour aussi. Longtemps, Kimiko resta plongée dans une sorte d'extase pendant qu'elle sentait l'esprit de sa mère la visiter, la fortifier. Cet esprit qui toujours accompagnerait la femme qu'elle était désormais. Alors, avec une infinie douceur, elle referma pieusement le couvercle du cher coffret qui avait contenu le plus précieux des joyaux. Tout l'amour qu'une mère, par-delà la mort, peut donner.
La mère et le fils se hâtaient sur le chemin qui menait au cimetière. La lettre avait l'air pressante. Depuis la mort de son mari, les visites que rendait la famille aux frères de ce dernier avaient décliné. Takahama n'était certainement pas un homme méchant, mais il avait un caractère bourru et, dans ses mauvais jours, prompt à l'agacement. Le fils pensait que c'était pour ça qu'il vivait à l'écart du village, dans une petite cabane accolée au cimetière. Il était vieux aujourd'hui, et on ne le voyait que rarement. Le message du médecin demandant de venir en hâte ne pouvait être bon signe. Quand ils arrivèrent, le docteur leur expliqua qu'en se levant, ce matin-là, Takahama avait été pris d'une faiblesse et qu'il n'arrivait plus à se relever. Il leur conseilla de rester à son chevet et d'essayer de faire chuter la fièvre. Après son départ, la mère et le fils allèrent s'installer près du vieil homme. Son front était brûlant, et elle le baigna avec un linge humide. Pendant ce temps, le jeune homme regardait autour de lui. La cabane était minuscule, composée d'une seule petite pièce, mais elle semblait quand même trop grande pour ce que possédait le vieux Takahama. Un futon, quelques ustensiles de cuisine et un vieux coffre dans un coin. Il devait sûrement laver son kimono tous les jours, car on n'apercevait aucun autre vêtement. Mais à ce moment-là, un petit papillon blanc le chassa de ses pensées. Il voltait tranquillement autour du lit et finit par se poser sur le malade. Le garçon s'empara alors de l'éventail de sa mère et le chassa en l'éventant doucement. Mais par 3 fois, le papillon revint. Au bout de la 3e, excédé, le fils se leva et éventa l'insecte jusqu'à la porte qu'il referma. Il ne restait plus dans la pièce que les respirations saccadées de Takahama, qui, bientôt, pesèrent tant au jeune homme qu'il sortit. Dehors, il n'y avait rien, que le cimetière. Certaines des tombes étaient récentes, d'autres si vieilles qu'on ne pouvait plus lire le nom inscrit dessus. En déambulant, il finit par retrouver le papillon blanc. Celui-ci volait délicatement au-dessus d'une tombe toute fraîche. Sauf qu'en y regardant de plus près, elle ne l'était pas vraiment. Elle était même très ancienne, mais elle était si bien entretenue qu'on aurait dit qu'on venait de l'installer. Des fleurs fraîches l'entouraient, et les lettres dorées brillaient comme tout juste tracées. Cependant, elle ne disait pas grand-chose, simplement un nom, Akiko, et la mention qu'elle était morte très jeune. Quand il retourna à la cabane, il interrogea sa mère à propos de ce nom, mais il lui était inconnu. Après la tombée de la nuit, ils retournèrent chez eux, et revinrent le lendemain, puis le surlendemain. Takahama n'alla jamais mieux. Et il finit par mourir. Comme la mère et le fils étaient sa seule famille restante, ce furent eux qui allèrent s'occuper des affaires du défunt. Le garçon laissa la tâche à sa mère, et retourna errer entre les tombes. Le cimetière n'était pas grand, et rapidement, il se trouva à nouveau face à celle d'Akiko. Le petit papillon blanc était encore là, et il avait été rejoint par un second. Ensemble, ils dansaient paisiblement dans les airs. Le rangement fut vite terminé, et au moment de repartir, la mère interrogea son fils. « Quel était le nom dont tu m'avais parlé l'autre jour ?»« Akiko, mère. » Elle lui raconta alors que, dans le vieux coffre, elle n'avait trouvé que des lettres. Presque toutes étaient des échanges avec une jeune fille nommée Akiko, et les 2 jeunes gens semblaient très amoureux. Mais un peu avant leur mariage, la jeune fille avait été emportée par la fièvre. Le garçon comprit enfin pourquoi son oncle, qui venait d'une bonne famille, avait acheté cette petite cabane au bord du cimetière. Chaque jour, depuis la mort de sa bien-aimée, il était allé la visiter. Et le jour où il n'avait pu venir, c'était Akiko qui était venu le voir. Maintenant, après toutes ces années, ils s'étaient enfin retrouvés. Dans les îles qui composent aujourd'hui la Nouvelle-Zélande, vous pourriez peut-être rencontrer le peuple des Patupaiareae. Ce sont les opposés du peuple maori. Assez petits, de faible constitution, ils ont une peau d'une pâleur laiteuse qu'ils n'ornent d'aucun tatouage, mais compensent avec leurs cheveux d'un rouge flamboyant. Leur pâleur peut s'expliquer par le fait qu'ils ne supportent pas le contact du soleil, et sortent principalement la nuit, ou quand un brouillard épais cache le soleil. Ils pourraient d'ailleurs être à l'origine de ces brouillards, car ils sont capables d'en invoquer à loisir, et leur maison,
situés au plus profond des forêts ou sur les sommets des collines brumeuses, en sont bâtis. Avant tout chasseurs-cueilleurs, ils vivent encore au contact de la nature et la protègent férocement. Dans le principe, ils sont assez semblables aux petits peuples du vieux continent, notamment dans leur aversion pour les humains. Nombreux peuples indigènes les craignent, parfois encore aujourd'hui. Alors, si vous allez visiter la terre du Seigneur des Anneaux, soyez prudent de ne pas rencontrer un lointain cousin très colérique du Hobbit. Pour bien saisir les histoires de ce soir, il faut comprendre le principe essentiel des deux religions principales du Japon, le bouddhisme et le shintoïsme. Le cœur de la religion shinto est l'animisme, un concept qui prête une âme à toute chose. Cela explique d'ailleurs sans doute la profusion de yokai issus d'objets ou de plantes prenant vie dans le folklore japonais. Le bouddhisme de son côté repose un peu sur l'idée du « aide-toi » et le ciel t'aidera. On ne prie pas tant pour recevoir l'aide d'un être supérieur que pour se rappeler à soi-même ce qui nous importe. Dans ce contexte, si les morts ou les images auxquelles nous donnons naissance ont un véritable impact sur ce que nous faisons, sur les choix que nous posons, qui peut dire qu'ils n'existent pas ? Il faut bien qu'un chat peint prenne réellement vie pour aider un jeune garçon effrayé à passer la nuit dans un temple désert. Une mère qui console son enfant par-delà la mort, l'aide à grandir. Une femme qui occupe encore toute la place dans le cœur de celui qu'elle a laissé, ne peuvent qu'être réellement présentes. C'est tout pour ce soir. Conte des Soirs Perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Biliana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort une semaine sur 2 sur vos plateformes de podcast, y compris Deezer et Spotify. Et si vous nous écoutez sur Podmust ou Apple Podcast, n'hésitez pas à nous laisser un avis pour qu'on puisse continuer à améliorer l'émission. La prochaine fois, on s'attaque à un gros morceau, littéralement. Je vous raconterai les aventures du demi-dieu Maui, vénéré depuis Hawaï jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et il faut dire que les locaux ont de quoi être reconnaissants, parce que pour les hommes, il a notamment tiré les îles de l'océan ou créé les cocotiers, et bien plus encore.